Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, on fait notre retour sur Kumail Talk by Mozone. On est dans le décor de Face aux citoyens, mais avec le fond de Kumail Talk by Mozone. Alors aujourd'hui, je reçois une personne que je connais depuis plusieurs années. C'est un formateur exceptionnel. Il a un autre métier aussi dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais il propose également une formation qui s'appelle Ali Training, si je ne dis pas de bêtises, pardon. Ali, bonsoir, bonjour, comment vas-tu? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais rectifier juste un truc, la formation, on l'appelait épanouissement personnel. Ah, ça a changé de nom. Ouais, parce qu'on... Ali Training, c'était sur la page Instagram qu'une amie m'avait faite. Il fallait trouver un nom, on a trouvé ça. Mais l'idée, c'était vraiment... c'est une formation sur l'épanouissement. Okay. Je dis pas développement, mais plutôt épanouissement. Et ça a son importance. Ah bah écoute, ouais, c'est intéressant parce qu'en même temps, on va revenir sur les problématiques quotidiennes qui sont celles liées à la santé mentale. On a beaucoup de problèmes de santé mentale, mais aujourd'hui, on va pas parler réellement de la santé mentale, mais on va essayer de se développer tout au long de cet épisode. Et on va essayer d'abord de commencer par ton parcours de vie. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et d'où vient l'idée de cette formation? Bon, moi, je suis de formation. Je suis d'abord... maintenant, je travaille comme ostéopathe. Ça, c'est mon métier de base. Donc, j'ai d'abord fait la kiné et puis j'ai fait l'ostéopathie. Et comment je suis arrivé à l'épanouissement personnel? C'est simplement parce que... je sais pas si tu connais le... Comment on appelle ça? C'est le test Dunning-Kruger, tu vois? Ouais. Au plus... au moins on connaît, au plus on a l'impression de savoir. Et moi j'ai eu ça un petit peu. Quand j'ai fait mes études de kiné, c'était, je crois que j'ai terminé en 98. Quand j'ai terminé mes études de kiné... J'avais 5 ans. Je me suis dit, bon ok, c'est bon, tu as étudié l'anatomie, tu connais le corps, tu sais gérer un mal de dos. Et puis j'ai commencé à pratiquer. Et en pratiquant, je me suis rendu compte en fait que non, on connaît rien. C'est là on commence à réaliser qu'on connaît rien. Et puis donc je me suis rendu compte en fait que le mal de dos, ça pouvait, je prends le mal de dos comme exemple, hein, ça pouvait venir de plein d'autres choses. J'ai dit ouais, mais ça peut être aussi le système digestif. J'ai appris que l'influence de ce qu'on mange influençait notre dos. Donc forcément, j'ai fait une formation en nutrition. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à réaliser en fait que l'effet psychologique avait énormément d'importance aussi sur les traumatismes. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était la psychologie et l'épanouissement personnel. Donc forcément, je me suis formé dans différentes formations. J'ai suivi des formations, j'ai fait de la PNL, de l'analyse systémique, de l'analyse transactionnelle, et plein de formations un peu dans tous les domaines autour de ça. Et j'ai une anecdote marrante à raconter là-dessus, c'est que j'ai eu vraiment, la fois où j'ai eu le tilt, c'est une patiente qui venait chez moi, qui avait mal de dos depuis des années, et je n'arrivais pas à traiter. Et à chaque fois, ça ne va pas, mais elle vient tout le temps parce qu'on discute et c'est très agréable. Et son mal de dos ne part pas. Et puis au fur et à mesure, dans les conversations, elle me sort des phrases, tu sais, ouais, j'en ai plein le dos. Elle parlait de sa vie de famille, de sa vie de couple. Et puis à un moment, je sais pas, j'ai dit, écoute, ce serait peut-être bien de consulter un psy, voir quelqu'un ou quoi pour essayer de résoudre ces problèmes familiaux. Et elle l'a fait. Et pendant tout un temps, je l'ai plus vue. Et elle est revenue chez moi après, mais pour un problème, je crois que c'était d'épaule. Et on commence à discuter, elle me dit écoute non, ça va beaucoup mieux dans ma vie, j'ai divorcé, ça va beaucoup mieux, tout se passe bien. Et je dis ah, et ton problème de dos? Elle me dit quel problème de dos? Elle avait même oublié le fait qu'elle avait mal au dos. Et là j'ai eu un petit déclic, je dis waouh, l'effet de la psychologie sur le corps humain, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Ah, incroyable, parce que elle s'identifiait au mal de dos, et dès qu'on lui retire ce mal de dos, en fait, elle n'existe plus. Ouais, c'était son identité, son mal de dos était son identité. Et on l'utilise, on l'entend souvent, hein, j'ai une boule au ventre, peut-être l'estomac, j'ai la gorge nouée. Il y a plein de petits trucs comme ça, de petits signes verbaux qui nous donnent des informations. Mais il faut savoir les écouter. Et c'est là où j'ai réalisé l'importance de la psychologie dans le traitement. Et donc c'est un petit peu ça, c'est comme ça que je me suis arrivé à suivre des formations là-dedans. Et on a une passion commune qui est le kickboxing. Ouais. Est-ce que dans le milieu du sport, tu remarques que le sport aujourd'hui est vecteur d'épanouissement personnel? Ouais, tout à fait. Le sport, ça permet de se connaître en fait, hein. Le sport, ça permet de connaître ses limites, de pouvoir les dépasser et de savoir qu'on peut les dépasser.
Parce qu'on nous met des cadres de manière générale dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école, on a un cadre, on commence de telle heure à telle heure, on peut pas parler fort, on peut pas parler quand on veut, on peut pas bouger dans la classe comme on veut. Donc on est habitué à avoir un cadre et on nous empêche de sortir de ce cadre. Et le sport permet justement de nous dépasser là-dedans. Ah oui, le sport, ça permet de bien se connaître et de savoir en fait, le sport permet une chose pour moi qui est très importante, c'est apprendre à aimer la souffrance. Et ça c'est vraiment très fort parce que quand ça me rappelle un peu le bouddhisme. Ouais. Ouais. Parce que dans le bouddhisme justement on dit qu'il faut vivre avec cette souffrance et qu'il faut l'accepter et qu'elle fait partie intégrante de sa vie. Ouais, tout à fait. Et donc, ouais, tout à fait. Et donc ça se matérialise à travers le sport comme tu l'expliques. Ouais, et sans la souffrance en fait on n'évolue pas. C'est la souffrance qui nous permet d'évoluer. Hein? Il y a des personnes qui sont dans une certaine situation et qui veulent pas en sortir. Par exemple, une relation toxique. Et ils veulent pas en sortir. C'est pas qu'ils veulent pas en sortir. Ils veulent en sortir, mais ils ne font pas les démarches nécessaires pour en sortir. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils se disent, si je prends la décision de sortir de cette relation toxique, je vais engendrer une souffrance. Et tu vas me dire, mais quand ils restent dans la relation toxique, ils souffrent aussi. Oui, mais là, c'est pas eux qui sont responsables de la souffrance. C'est l'autre qui est responsable de leur souffrance, donc eux, ils subissent. Tandis que s'ils prennent la décision de mettre un terme à la relation, ils deviennent responsables de leur souffrance. Et on n'a pas envie de souffrir. Ouais. Et le sport permet justement de cette souffrance. Bah, tu sais, dans le kickboxing, on souffre pas mal. Hein. C'est certain, ouais. On souffre et on dépasse cette souffrance. Et après, c'est là où est le plaisir, en fait. Hein, c'est dire, ah ouais, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai agrandi ma zone de confort. Mais c'est intéressant parce que je me souviens, j'ai reçu un instructeur de survie il y a une semaine, et cet instructeur de survie me disait parfois, il était amené à travailler avec des jeunes, et il me dit quand dans le lot de jeunes, j'ai quelqu'un qui est le plus sportif de tous, il me dit que je dois faire une excursion en montagne, il me dit j'ai toujours quelqu'un, donc le plus sportif, quand il est confronté à des douleurs physiques, en fait il abandonne. Il abandonne parce qu'il ne veut pas accepter qu'à un moment donné, en fait, il soit confronté à cette souffrance et que cette souffrance fait partie de son épanouissement. Donc, il va pouvoir s'épanouir à travers cette souffrance. Donc, ce qu'il va dire, c'est « je vais arrêter de marcher parce que mes chaussures me font trop mal. Ah ouais. Je vais arrêter de marcher parce que mon sac n'est pas bon. Ou je vais arrêter de marcher parce que j'ai pas pris la bonne tenue. » Et ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Tu vois, mais j'ai une question parce que tu as parlé de la PNL. Donc, la PNL, si tu sais me rappeler ce que c'est pour les personnes qui nous regardent. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire, programmation, donc, comme un ordinateur, on programme. Neuro, parce que ça se passe dans le cerveau. Et linguistique, parce qu'on utilise le langage. Hein. Et donc, en fait, on est comme des ordinateurs. On est comme des ordinateurs et on a des programmes qui nous ont été, soit qui sont innés, soit qui nous ont été inculqués par notre éducation, ou par l'enseignement, ou par nos connaissances, ou par nos amis, ou par l'expérience de vie. Et donc, ces programmes nous font fonctionner. Il y a des bons programmes et il y a des mauvais programmes. Par exemple, un programme, on appelle ça un driver, le driver soit fort. On nous inculque ça depuis tout petit. Notre papa nous dit, t'es un garçon ça doit être fort. Ouais. Et donc on a ce driver en tête, soit fort. Et on ne va pas montrer nos faiblesses. On ne va pas montrer quand ça va bien. Et on aboutit à quoi ? Dépression, isolation, parce qu'on ne parle pas de nos problèmes, et un mal-être. Et ça, c'est tous des programmes qu'on a en tête. Et en fait, la PNL permet de reprogrammer le cerveau, pour un meilleur fonctionnement. C'est simplement ça. Ouais. Et la PNL, est-ce que tu l'utilises aussi comme atout dans le cadre de ta formation avec des personnes comme, par exemple, cette dame qui vient te voir et qui te dit « Oui, j'ai un mal de dos ». Est-ce que, avant de l'envoyer vers un psychologue, est-ce que tu as appliqué justement des techniques de PNL ? Avant, non, parce que je ne connaissais pas. Ah ouais. Cette dame a été le déclic, en fait. Hein, okay, ça a été le déclic. Mais maintenant, oui, maintenant, j'applique la PNL. J'utilise des techniques de PNL, même en consultation d'ostéopathie. Parce que j'ai la chance de faire un métier où on a encore un contact avec les patients pendant une demi-heure, 45 minutes. Les gens se déshabillent en consultation. Donc il y a la barrière vêtements qui s'enlève, donc il y a un contact, il y a un toucher, donc il y a un contact très facile. Et alors j'ai la chance de faire ce métier, de pouvoir discuter avec les gens. Et ça c'est vraiment très très chouette. Et des fois en posant une simple question, genre comment allez-vous ? La personne, en fonction de la façon dont elle te répond, si elle me dit moi ça va, je dis simplement oula. C'est un petit oui ça, il y a quelque chose qui voulait en parler et juste le fait de dire ça permet à la personne de savoir que j'ai capté qu'elle n'allait pas bien et bam, elle se lâche. Et alors en fonction
de ce qu'elle me dit, évidemment, j'utilise parfois des techniques de PNL. Ça peut être par exemple un simple recadrage. Ouais, j'ai en tête par exemple un monsieur avec qui je discutais, il m'expliquait qu'il venait d'acheter une maison avec sa femme, enfin ça faisait déjà 1 an. Ils ont acheté une maison, et comme lui il bricole pas mal, c'est lui qui fait tous les travaux. Donc ils habitent encore dans la maison actuelle, mais tous les soirs après son travail, il va à sa maison et il fait des travaux. Ça dure depuis 1 an, sa femme elle commence à en avoir marre. Parce qu'elle voit pas son mari, ça fait 1 an qu'elle le voit pas. Évidemment, ça crée des tensions dans le couple et tout ça. Et il m'explique, il est venu, il était un petit peu furax. Il me dit, ouais, hier avec ma femme, je lui avais dit que j'allais rentrer à 18h, mais je suis resté plus longtemps sur chantier à la maison. Et quand je suis rentré, elle était fâchée, tout ça, elle était énervée. Je lui ai dit, et il m'a dit, écoute, j'ai l'impression qu'elle est pas du tout compréhensive. Elle réalise pas elle réalise pas que ce que je fais c'est pour la famille, c'est pour faire avancer les travaux et ainsi de suite. Et j'ai juste fait un petit recadrage, j'ai dit ouais mais vous avez rendez-vous, tu l'avais dit que ce soir-là tu allais rentrer à 18h. Il m'a dit ouais. J'ai dit écoute, est-ce que peut-être que ta femme elle t'a attendu, donc elle a couché les enfants, elle a préparé un bon petit repas et tout ça. J'ai dit moi le fait qu'elle soit fâchée, moi je vois ça plutôt comme de l'amour. Et là il avait pas vu ça comme ça. Et ça c'est juste un petit recadrage. Ouais. Donc j'utilise quand même pas mal de petites techniques de PNL dans... Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important. La raison pour laquelle je te demande justement de me parler de tout ça, c'est parce que j'ai envie de comprendre une personne qui pourrait participer à ta formation sur l'épanouissement personnel. À partir de quel état est-ce qu'on peut prendre contact avec toi pour pouvoir être accompagné et comment se fait cet accompagnement? Alors, pour la formation, tout le monde peut participer en fait. Parce que l'idée de la formation, tu vois, il y a 2 choses. Je fais du coaching en privé. Okay. Donc là, la personne vient, me dit, écoute, j'ai ce problème de couple, problème avec un employé au boulot, ça se passe pas bien, ou problème avec mon personnel, ou problème avec mes enfants. Donc ça, c'est du coaching. Donc là, on essaie de résoudre un problème. Et puis, la formation, c'est plutôt essayer de se connaître soi. Bien se connaître, les ateliers que je donne, moi j'appelle pas ça formation, je donne ça vraiment, j'appelle ça des ateliers parce que on travaille en fait. C'est pas comme une formation où tu es assis et tu suis ce que je dis. Là c'est un atelier de travail. C'est-à-dire je donne une partie théorique et puis il y a des exercices à faire. Et il faut faire ces exercices. Il y a une contribution de la part des participants. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est vraiment, moi je considère ça vraiment quand on parle de sport comme un entraînement, comme quand tu vas à la salle de sport. Okay, donc tu vas à la salle de sport, c'est pas parce que tu vas à la salle de sport et que tu regardes un mec donner gauche-droite ou bien donner des coups de pied que tu sais le faire. Non, il faut le pratiquer. C'est pour ça que j'appelle ça vraiment, c'est des ateliers. Donc quand on vient, je donne une partie théorique ou alors je commence par un exemple et puis hop, on y va, pratique. Et on fait des jeux de rôle et les gens mettent en pratique vraiment ce qu'ils apprennent directement. Parce que j'ai suivi beaucoup de formations et c'est pour ça que j'ai créé cet atelier, parce que j'ai suivi beaucoup de formations et dans ces formations, on donne des outils puissants. On donne des outils qui fonctionnent. Bien sûr. Mais ils sont tellement puissants. Je vais te donner un exemple. C'est comme si quelqu'un qui voulait faire un petit trou, qui est en train de faire un trou dans le mur avec un marteau et un burin, comme ça, tu vois, un petit marteau et un petit burin. On lui donne une immense foreuse, on lui dit, écoute, fais un trou avec ça, ça va aller plus facile. Ouais. Mais si la personne est trop faible pour porter cette foreuse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus faire de dégâts qu'autre chose. Donc ces ateliers servent en fait à permettre aux personnes de se renforcer, de bien se connaître, savoir ce qu'on veut, connaître ses valeurs, connaître ses croyances, connaître ses principes, bien se connaître, bien se renforcer pour pouvoir utiliser les outils de communication ou tous les autres outils qu'on peut suivre. Parce que quand on suit une formation, on reçoit la théorie, puis on sort et c'est déjà oublié. Oui, clairement, ouais, bien sûr. Mais je veux dire que cette formation-là, elle est destinée à... Allez, quel est son objectif? C'est-à-dire accompagner des personnes ou faire en sorte que ces personnes puissent à leur tour aussi, dans leur cocon familial, être une valeur ajoutée et lutter contre des problèmes d'épanouissement personnel? Les deux en fait. Les deux. D'abord, ça c'est pour soi. Okay. Permettre de bien se connaître soi, savoir quelles sont ses valeurs, ses croyances et tout ça, et ne plus se faire influencer par l'extérieur, mais contrôler sa vie, devenir acteur de sa vie. Et inévitablement, quand on se connaît, quand on a une certaine direction, on influence le monde extérieur. On peut pas influencer, on peut pas demander à quelqu'un de changer, c'est impossible. Tu vois. Ouais. Par contre, en changeant notre attitude, on peut modifier le comportement de l'autre. Donc j'ai récemment un beau témoignage de quelqu'un qui participe aux formations et qui m'a dit depuis que je suis ces ateliers, j'ai un meilleur contact avec mes enfants et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais c'est pas ses enfants qui ont changé, c'est lui qui a changé l'attitude qu'il a vis-à-vis de ses enfants.
parce qu'il commence à avoir d'autres perspectives, d'autres points de vue. Donc c'est vraiment pour soi, et inévitablement, quand on est bien, ça rayonne sur le monde extérieur, ça rayonne sur les autres. Donc on peut dire que ce qui est recherché dans un premier temps avec la formation, c'est un état de prise de conscience de qui on est pour pouvoir par la suite en fait évoluer vers quelque chose qui est je sais qui je suis et aujourd'hui je peux contribuer à ce que les autres sachent qui ils sont. Tout à fait. Sachent qui ils sont ou en tout cas les influencer dans certaines directions. Tu vois, quelqu'un qui connaît ses valeurs. Par exemple, quelqu'un qui connaît ses valeurs, qui a une grosse valeur famille, par exemple, importante, d'accord, et qui est célibataire et qui veut rencontrer quelqu'un. Comme cette personne sait que sa valeur est primordiale famille, si elle rencontre quelqu'un qui n'a pas cette valeur-là, elle ne va pas perdre son temps. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est simplement ça. Par exemple, les valeurs, on les travaille énormément. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille énormément. C'est vraiment connaître bien sa valeur. Et quand je dis valeur, on a les grosses valeurs, tu sais, famille, amis et tout ça. Et puis quand on commence à creuser, on se rend compte que ce qu'on dit, c'est vraiment juste la partie visible de l'iceberg. Exactement. On pourrait penser que c'est la famille la plus importante, mais c'est peut-être le respect de ceux avec qui on entretient cette relation qui est la valeur réellement. Ouais, exactement. Moi, j'ai fait cet exercice avec mes enfants. Et donc, forcément, la valeur famille est sortie. Et puis, il y a des techniques pour creuser. Tu vois, la partie visible de l'iceberg, c'est famille. Et puis, on va creuser en dessous pour voir qu'est-ce qui est caché. Et donc, il y a des techniques pour ça. Donc, je pose des questions, on creuse. Il y a une de mes filles qui me dit, dans la famille, c'était la confiance qui était importante. Et pour l'autre, c'était la sécurité. Tu vois, donc c'est la même valeur, famille. Mais quand on commence à creuser, il y en a une c'est confiance, l'autre sécurité. Mon comportement ne peut pas être le même avec les deux. Celle pour qui c'est la confiance qui est important, je dois absolument faire attention et en tenir compte. Celle pour qui c'est la sécurité, je dois tenir compte de cet élément sécurité. Ouais. C'est comme l'amitié. Tout le monde va te dire, ouais, moi la valeur amitié c'est important. Mais quand on va creuser, dans l'amitié, toi, ce sera un élément, ce sera peut-être la sincérité dans l'amitié. Ouais. Moi, ça va peut-être être la loyauté, ou tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, les valeurs, on a les grosses lignes, mais ce qui est intéressant, c'est aller chercher, c'est creuser, c'est ça qui est gai. Ouais, tout à fait, ouais. Et après, moi, ce que je trouve intéressant dans toutes ces démarches d'épanouissement personnel, pour reprendre un petit peu l'intitulé de ta formation, mais c'est aussi ce côté de se renseigner, d'aller à la recherche de l'information. Parce qu'on ne peut pas s'épanouir, à mon sens, sans accumuler de connaissances. Mais toi, dans ton parcours de vie ou dans ton parcours aujourd'hui de formateur et de coach, comment est-ce que tu t'es construit pour aujourd'hui accompagner les gens dans leur épanouissement personnel? On se construit d'abord par la frustration. Ouais. Je sais plus qui avait dit que la frustration c'était le moteur du désir ou quelque chose comme ça. Des frustrations, par exemple dans mon métier, j'étais frustré parce que quelqu'un avait mal au dos et que j'arrivais pas à résoudre son mal de dos. Donc quand je suis frustré, je vais chercher. Ouais. Puis par mon expérience de vie, j'ai fait des affaires, j'ai eu des établissements, des trucs comme ça. Donc la gestion de l'humain, apprendre à gérer l'humain, apprendre à gérer le personnel. Ouais. Et donc tout ça m'a poussé à aller rechercher. Et un peu comme tout le monde, j'ai commencé par les formations de base. Et puis au fur et à mesure qu'on connaît, on se rend compte qu'on ne connaît pas. Et alors, on va chercher plus loin. Et encore maintenant, je me forme tout le temps. Je me forme encore tout le temps parce qu'il y a tout le temps des nouvelles choses. Tu vois, il y a tout le temps des nouvelles choses. Ouais, c'est vrai que j'avais reçu une fois une créatrice de contenu qui créait du contenu pédagogique pour les enfants et qui me disait qu'elle aussi, elle faisait un accompagnement en fait des parents ainsi que leurs enfants dans l'éducation de ceux-ci. Et elle me disait qu'elle-même était continuellement en formation parce que elle estimait qu'elle ne pouvait pas accompagner d'autres personnes si elle-même ne bénéficiait pas d'un accompagnement. Ah ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est obligatoire. Si tu trouves un formateur qui te dit, moi je sais tout, je connais, c'est bon, laisse tomber. Ouais, c'est un gourou. C'est un gourou, c'est pas. C'est pas. Il n'y a pas une vérité. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas une vérité. Moi, quand tu viens dans mon atelier, je m'en fous de tes croyances, je m'en fous de tes valeurs, je m'en fous de tes trucs. Ce qui m'intéresse, c'est que tu les connaisses et que tu les assumes. Tu vois, il n'y a pas une directive. Je ne veux pas dire il faut penser ça. Non, je dis simplement ce que tu penses, assume-le. Et est-ce que c'est sûr que ça va pas en contradiction avec d'autres valeurs ou quoi? Sois aligné. Et ces ateliers, ils durent combien de temps dans l'accompagnement d'une personne? Je sais que c'est très aléatoire parce que ça dépend, je suppose, d'une personne à une autre, mais
dans ton idée, ça prendrait combien de temps ou combien d'ateliers pour qu'une personne soit épanouie? Alors, je vais te dire, c'est comme une salle de sport. Combien de temps est-ce que ça va prendre à quelqu'un pour apprendre à boxer? Je comprends. Au plus, c'est quelque chose à vie. C'est comme moi, je vais faire des formations à vie, je le sais. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui m'intéressent. Là, je me suis intéressé aux huiles essentielles. Je me suis rendu compte, waouh, il y a un truc, il y a tout un monde là-dedans. C'est la même chose, celui qui vient une fois. Celui qui vient une fois, il aura appris un truc. Celui qui vient tout le temps, il va s'améliorer de plus en plus et on va aller de plus en plus dans le détail, dans le fin, et il va plus comprendre la subtilité. Donc c'est-à-dire que le même message que je vais passer, puisqu'il y a de la répétition forcément dans les ateliers, puisqu'il y a à chaque fois des nouveaux, donc il y a de la répétition, mais celui qui a l'habitude de venir, qui vient, j'ai des participants qui viennent régulièrement, eux ils comprennent de plus en plus la subtilité du message, tu vois, et on va un peu plus en profondeur. C'est quelque chose qu'il faut faire pour moi à vie, tu vois, parce qu'à chaque fois il y aura des nouvelles choses. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu dis, parce que là je suis obligé d'aborder la question, qu'est-ce que tu dis des gens qui disent que tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là, ce sont des charlatans? Comme dans tous les domaines, je pense, ouais, peut-être qu'il y en a, peut-être qui... Attention, il faut dire, ce qui donne... C'est les formations. Hein. J'ai suivi des formations et j'avais l'impression de perdre mon temps parce qu'il n'y avait rien de neuf. Il n'y avait vraiment rien de neuf. Mais je me dis, est-ce que c'était la formation qui était mauvaise ou c'était moi, peut-être qui connaissais déjà, ou peut-être que je ne l'appliquais pas. La formation, par exemple, peut être très bonne, mais pas adaptée à moi en ce moment-là. Ouais. Et donc après, qu'est-ce que je vais dire? C'est un charlatan. Maintenant, quand c'est des formations qui coûtent la peau des fesses et tout ça, qui t'emmènent en voyage et il y a une bonne partie business là-dedans. Mais je sais pas si c'est comme un entraîneur. Est-ce qu'un entraîneur est charlatan ou est-ce que l'élève a mal suivi ou n'a pas compris le concept? Après, je connais quelques charlatans. Il y a des charlatans, non, c'est pas vrai, on est d'accord. Hein. Les mecs qui n'ont jamais boxé, qui sont entraîneurs, on en connaît. Ou qui sont 20 fois champions du monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je veux dire, même celui-là, qui n'a jamais boxé, qui devient entraîneur, qui a fait quelques cours et qui devient entraîneur, il va pouvoir transmettre jusqu'à une certaine limite. Ouais. Pas plus. À la différence que, si tu veux, celui qui entraîne un amateur dans une discipline sportive, il n'a pas cette prétention d'aider en fait la personne à changer intérieurement. Donc, si tu veux, la matérialisation du résultat, elle est différente. Ouais. C'est-à-dire que quand moi je rencontre un formateur pour qu'il m'aide à m'épanouir intérieurement, c'est pas pareil que quand je viens et je vais mettre une paire de gants et savoir mettre quelques coups à un sac, tu vois. Donc, même si c'est un charlatan, au final, le résultat sera très différent. Parce qu'avec le premier, il n'y a que moi qui vais ressentir la différence. Et avec le deuxième, d'autres personnes vont voir en fait mon évolution ou pas. Ouais. Mais si quelqu'un suit une formation, il arrive chez un charlatan, il va vite s'en rendre compte parce qu'à un moment, il va être limité. Okay. Déjà, il va se rendre compte que c'est un charlatan. Parce que s'il commence à s'intéresser à l'épanouissement personnel ou au développement personnel ou à toutes les techniques de communication, il va poser une question au formateur, soit tu vas pas savoir répondre, soit ça va pas aller, il va vite se rendre compte. Et en moins, déjà, il aura appris ça. Ouais. Il aura déjà appris à pouvoir déterminer si c'est un bon formateur ou pas. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y a des besoins aujourd'hui qui sont liés à notre époque ? Qui n'existait pas en 98 par exemple, pour revenir sur 98. Oui, je pense. Hein, ouais. Dans quel secteur par exemple? De quel type de besoins? Des besoins personnels. Je veux dire, par exemple, quand tu regardes aujourd'hui... Allez, moi je suis né dans les années 90, au début des années 90. La sociabilisation autrefois, elle se faisait dans la rue, on allait rencontrer les jeunes, on jouait dans un parc, on avait un ballon, on jouait avec à 20. Aujourd'hui, quand tu veux sociabiliser avec quelqu'un, tu prends ton smartphone et tu ajoutes une personne sur les réseaux sociaux et tu sociabilises de cette façon-là avec elle. Est-ce que cette sociabilisation aujourd'hui amène des problèmes d'épanouissement personnel? Je suis pas sociologue, mais je pense que oui. Je pense que... je sais même pas dire si c'est oui ou non, en fait. Tu vois. Je pense que c'est propre à notre société avec ses avantages et ses inconvénients. Je pense avec ses avantages parce qu'on peut peut-être rencontrer des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et on peut reprendre contact avec. Et je pense que comme tout outil, c'est pas tellement l'outil qui va faire la différence, c'est l'utilisation qu'on fait. C'est plutôt ça. Est-ce qu'on apprend à nos enfants comment utiliser les outils ou bien on leur donne juste les outils et on leur dit débrouillez-vous? C'est un peu ça. Donc les ateliers que je donne justement permettent de connaître ça, permettent de se connaître et de pouvoir mettre ses limites.
Et si si on se connaît bien, si on connaît bien ses valeurs et ses principes, que ce soit dans la rue ou par Internet, on va pas permettre à quelqu'un quelque part de nous faire du mal. Ouais, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on va blâmer l'outil d'Internet? Je pense pas, c'est un outil. Il faut faire avec. Je pense, au lieu de blâmer l'outil, je préfère plutôt travailler sur moi, sur la personne. Ouais. Sur la personne et pouvoir utiliser l'outil. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a une belle phrase qui dit, que j'avais vu justement dans une formation PNL, qui dit il faut pas maudire l'obscurité, il faut. J'ai oublié le nom. Il faut pas maudire l'obscurité, il faut plutôt aller chercher la lumière. Tu vois? Ouais, tout à fait. Ouais. Il faut plutôt s'épanouir. Il faut plutôt s'épanouir pour apprendre à utiliser ces outils, apprendre à utiliser les relations humaines, parce qu'on ne nous a pas appris. Le contact humain, on ne l'a pas appris. Je veux dire, à l'école, on ne nous apprend pas le contact humain. On fait l'inverse à l'école. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit travaillez chacun dans votre coin, tu vois, et montrez-moi vos résultats. Tandis que dans la vie de tous les jours, c'est pas ça. Dans la vie de tous les jours, on travaille ensemble, on collabore ensemble. On n'apprend pas à collaborer. Donc, je pense qu'il faut plus aller vers l'éducation plutôt que vers le reproche et dire c'est bon ou c'est mauvais. Et est-ce que dans l'épanouissement personnel, parce que c'est quelque chose que pour beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, n'est pas clair. L'épanouissement personnel, c'est quoi concrètement? Concrètement, si je vais le définir, c'est bien se connaître. Okay. C'est vraiment, pour moi, hein. Maintenant, moi j'ai suivi plusieurs formations, donc je fais un mix de ce qui m'a servi le mieux et qui m'a le plus apporté. À côté de ça, je donne d'autres choses qui peut-être moi m'ont pas beaucoup apporté, mais qui peuvent apporter à d'autres personnes. Parce que voilà, je donne une panoplie très 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 large, quoi. Et chacun y trouve un petit peu son compte. Mais pour moi, si je dois parler d'épanouissement personnel, c'est vraiment l'épanouissement. Je vois ça comme une fleur qui s'ouvre au monde extérieur. Qui éclore et qui s'ouvre au monde extérieur. C'est pour ça que j'aime pas le développement, parce que développement, on se développe, c'est comme si on se mettait des kits, tu vois, on apprend des trucs. Tout à fait. On va pas changer, on est nous, tu vois, je veux dire, on se connaît depuis des années, on n'a pas changé, on s'est un peu épanoui, mais voilà, il faut pas changer, tu vois, mais on peut s'épanouir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans ce qu'on dit. Et souvent, le gros problème, c'est ce que je constate, hein, par exemple, dans les relations humaines, je traite beaucoup de couples, c'est que les personnes ne se connaissent pas et ils attendent de l'autre qu'il leur apporte quelque chose. Hein? Tout à fait, ouais. Parce que ils se disent, ouais, mais il m'apporte rien. J'ai eu un couple comme ça, qui m'a expliqué, j'ai eu les deux versions. Ils m'ont dit, ils ont été au restaurant, ils m'ont raconté une anecdote. La dame, elle me dit, on a été au restaurant, et puis quand on a été au restaurant, d'habitude, mon mari me fait rire, mais là, il m'a pas fait rire. Donc, pour elle, on a passé une mauvaise soirée, il m'a pas fait rire, ok. Puis j'ai la version de l'homme. Il m'a dit, on a été au restaurant, elle tirait la gueule. Moi, j'avais pas envie de la faire rire. Ouais, je comprends. Il faut pas attendre que l'autre nous donne quelque chose, d'accord? Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Pour avoir quelque chose de ça me rappelle un adage en arabe qui dit celui à qui il manque quelque chose ne peut pas le donner. Oui, c'est ça. Et souvent, on attend, on espère que l'autre nous apporte quelque chose. Mais ça, c'est pas de l'épanouissement. L'épanouissement, c'est... Il y a une sociologue canadienne qui avait dit « Je dois pouvoir dire que je suis heureux avec moi et être heureux avec toi. » Tu vois, je dois d'abord être heureux avec moi. Et une fois que je suis heureux avec moi, je peux me mettre avec quelqu'un et dire je suis également heureux avec toi. Et souvent là je cherche l'autre pour qu'il me rende heureux. Tu vois, ça. Ouais, tout à fait. Et si tu avais, je sais pas moi, 2 ou 3 ouvrages à recommander aux gens pour commencer leur cheminement, ou leur épanouissement personnel, ce serait lesquels? Oh, ouais, tu me prends un peu de cours là. Écoute, déjà se renseigner sur la PNL, ça c'est plus technique. Maintenant, il y a des sociologues qui ont écrit des chouettes livres aussi, qui sont romancés, peut-être pour commencer. Comment ça s'appelle? Il y en a un qui s'appelle... J'ai oublié ce nom, je crois. Son livre, c'est Dieu voyage incognito. Ah oui, Laurent Gounel. Laurent Gounel, voilà. Laurent Gounel, j'ai déjà lu. Ouais, c'est pas mal, tu vois, pour commencer, il parle un peu du bonheur et tout ça. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas mal. Et puis, ça dépend ce qu'on aime. Est-ce qu'on aime les BD? Est-ce qu'on aime les romans? Est-ce qu'on aime plus des livres scientifiques? Mais voilà, ça dépend vraiment en fonction de chacun. Mais il y a beaucoup de livres. Encore, je dis, tu vois, le savoir... Ce que tu me parlais de savoir là tout à l'heure, le savoir n'est rien en fait. Hein. Le fait de lire un livre, ça ne va pas t'apporter
Tout à fait, ouais. C'est le fait de pratiquer. Je ne sais plus qui avait dit que on dit que le savoir est une arme. Ben, c'est pas vrai en fait. Hein. Le savoir appliqué est une arme. Avoir le savoir, mais ne pas l'appliquer, ça sert absolument à rien. Tu vois, tu peux lire, il y a des spécialistes là-dedans. Hein. Ils lisent plein de livres, ils ont la connaissance théorique. Mais la pratique, c'est autre chose. Oui, effectivement, ouais. Ça me rappelle entre les cours théoriques que j'ai eu autrefois de communication et quand je vois dans certains milieux professionnels où on me dit ouais, viens, est-ce que tu peux donner un atelier sur la communication? Mais en fait, c'est pas pareil. Moi, j'ai eu des cours hyper théoriques et ce qu'on me demande en entreprise, c'est de donner des cours de communication appliquée. Parfois, c'est lié à la communication non violente ou parfois, c'est de la PNL appliquée, c'est plus de la théorie. Et donc, effectivement, ouais, c'est vrai que l'application du savoir, c'est ça qui est le plus dangereux. Ah ouais, c'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça que moi, je dis, je fais des ateliers. Je donne pas une formation. Tu vas pas trouver ma formation sur Internet, tu l'achètes, tu es devant chez toi, avec un paquet de popcorn en train de regarder la formation, et puis tu sors de là, tu dis, ok, ça va, je sais comment trouver la valeur de quelqu'un. Non, c'est pas. Non, il faut le faire. Et des fois, c'est marrant parce que j'ai eu atelier mercredi, on a travaillé sur les questions, comment poser les questions convenablement, tu vois, et comment, via les questions, avoir des informations. Et j'ai fait un exemple, donc j'ai pris quelqu'un, on a parlé d'un sujet à lui, et je lui ai posé des questions, et ça paraissait simple, ça coulait. Puis j'ai dit, ok, maintenant à vous. Ah, ils ont commencé à galérer. Et les retours, c'est, ah ouais, on dirait que c'est simple, mais c'est compliqué. Ah oui. Tout à fait, ouais. Quand on commence à appliquer, c'est compliqué. Là, en boxe, tu vois quelqu'un, un boxeur, tu le vois en train de donner gauche-droite, tu dis c'est simple, quoi, tu vois, il tend le bras gauche et il tend le bras droit. Ouais, mais le faire, c'est autre chose. Tout à fait, ouais. Et ça me rappelle, parce que je t'ai posé la question sur les auteurs, mais il y a un auteur, je crois qu'il est américain, il s'appelle Eckhart Tolle. Il a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et ensuite, pour aller dans le même sens que toi, il a écrit un second livre qui s'appelle Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Excellent, ouais, c'est deux choses. C'est deux choses radicalement différentes, effectivement. Ouais. Il y a un chouette livre que je peux recommander, c'est. Comment il s'appelle encore? C'est Eric. Allez. Ça s'appelle Des jeux et des hommes. Des jeux et des hommes, c'est un très grand psychologue, c'est un des inventeurs de la PNL et de tout ce qui est psychologie. Je retrouvais, c'est Bernstein, voilà, c'est Bernstein. Okay. Je crois que mais j'ai oublié son prénom. C'est Bernstein, ça s'appelle des jeux et des hommes. Et en fait, il dit que tout est une question de jeu. Dans la vie, c'est un jeu. Par exemple, quelqu'un qui boit, il va boire parce que quand il rentre à la maison, sa femme va l'engueuler. Et le fait que sa femme l'engueule, ben, ça crée une communication. Il vaut mieux ça que rien. Et donc, il joue à un jeu de je vais boire pour pouvoir rentrer, me faire engueuler, et ça crée une relation avec ma femme. Tu vois, ou la dame qui va se dire je vais en soirée m'habiller sexy pour que mon homme soit un petit peu jaloux, pour qu'il me regarde et ça attire de l'attention. Tu vois, et il dit que tout est une question de jeu. Ouais, tout à fait. C'est comme ça que aussi a fonctionné l'armée américaine. Quand ils ont formé leurs soldats, ils ont développé des jeux pour pouvoir les mettre en situation réelle, pour qu'ils puissent appliquer tous les mécanismes appris dans le jeu, en fait. Ouais, le jeu, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ouais, tout à fait. Le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et c'est dommage qu'à l'école, on le fasse pas, quoi. Mais dans la nature, c'est comme ça que les animaux apprennent. Le lion, il apprend à chasser la proie en jouant. Ouais, tout à fait. C'est en jouant. Les ateliers que je donne, c'est du jeu. Ouais. C'est du jeu, on fait, je mets en situation, je dis voilà, telle situation, allez, jouez, amusez-vous. Et on peut se tromper, c'est pas grave, on peut se tromper, on peut se planter, et il faut se tromper, il faut se planter, pour pouvoir justement capter des nouvelles informations. Ouais, tout à fait. Et tu as parlé au début, tu as dit que tu faisais du coaching, et à côté de ça, tu donnais des ateliers d'épanouissement personnel. En quoi est-ce que c'est différent les deux? Le coaching, c'est vraiment on travaille sur une problématique. Donc la personne vient, elle dit voilà j'ai un problème, je suis stressé, j'arrive pas devant mon patron, je perds mes moyens, ou bien quand je dois donner une conférence ou quoi que ce soit, j'arrive pas à parler, je perds tous mes moyens. Donc là on va travailler sur une problématique bien précise. J'ai un problème de couple, ça va pas dans mon couple, ça va pas avec mes enfants, voilà, on travaille sur une problématique. Donc là je cible, je travaille pour résoudre son problème. Les ateliers, c'est de l'épanouissement, on travaille sur soi pour justement s'épanouir. Et comme on est épanoui, bah forcément on règle les problèmes. Ouais. Tu vois, c'est totalement dit. C'est différent, oui et non. Tu vois, mais voilà.
Et les personnes qui seraient intéressées de bénéficier soit d'un coaching, soit de participer à ta formation, peuvent trouver ces informations où? Sur Instagram, comme je te disais, donc c'est Ali Training. Ali Training, ouais, voilà. Ali Training, ou alors mon Instagram à moi, c'est Ali2KI, mon nom de famille. Voilà. Mais Ali Training, je mets là-dessus. Je suis pas très réseaux sociaux, voilà. Ouais, c'est pas ma génération. Il te faut peut-être du coaching. Il me faudrait du coaching en réseaux sociaux, ça serait bien, tu vois. Ce serait bien. J'avais quelqu'un qui s'en occupait, mais bon, malheureusement, elle a pris une autre direction professionnelle, mais il faudrait quelqu'un pour faire ça, parce que c'est un autre métier. Hein. Clairement. C'est un métier. Moi, je connais pas. Ouais, la plupart des personnes qui sont à l'aise avec un public, qui arrivent à entretenir de bonnes relations humaines, ont parfois ou très souvent du mal avec les réseaux sociaux. Ouais, mais parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ouais, c'est ce qu'on disait. Hein, tu vois, moi, je vais pas faire mes courses sur Internet, quoi. Tu vois, j'ai besoin d'aller au magasin, de discuter avec le vendeur, tu vois, de créer un contact humain. Tu sais que ça m'est déjà arrivé d'acheter quelque chose dont j'avais pas spécialement besoin, juste parce que le vendeur était bon. Tu vois ce que je veux dire? Là, et je vois les techniques qu'il utilise, tu vois, je vois les techniques de communication et il les utilise, et je dis, ouais, bien les gars, ouais, je te le prends ton truc. Parce qu'il y a ce côté humain qui est très chouette, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, j'ai la même chose, bon, tu vois qu'ici, il y a plein de matériel, plein de caméras, mais il y a du matériel qu'on a acheté parfois, et j'allais voir le vendeur, il était tellement passionné par ce qu'il faisait, que c'est sa passion... Ouais. Qui m'a forcé à acheter le produit. Ah, tu vois, ça se transmet. Hein. Ouais, ça se transmet, exactement. Tu vois, et ça c'est hyper important ce que tu viens de dire. Hein. La passion se transmet, mais en fait, tout se transmet. Notre bonne humeur se transmet, notre positivité se transmet. Tu vois, si on est épanoui, ça se transmet aussi. Tu vois, c'est pour ça que je reviens aux ateliers, parce qu'on travaille vraiment sur l'épanouissement, et ça se transmet, et les autres changent. Tu vois, et les autres changent. Et disent, mais qu'est-ce qui se passe? On change la dynamique en fait, hein. Tu vois, on change la dynamique d'un groupe en changeant une personne. Ouais, ça me rappelle dans mon ancienne vie professionnelle, si j'ai que 30 ans, j'ai rencontré une coach en yoga qui nous a fait on a fait une session de yoga haha. Donc on est arrivé et en fait il a fallu rire. Et il y a une personne dans le groupe, donc elle, qui animait l'atelier et qui riait. Et elle a transmis la bonne humeur comme ça, et c'est parti comme ça. Ouais. Une heure de pur plaisir. Ah ouais, non, c'est parti. Non, on réalise pas en fait, on réalise très rarement l'impact qu'on a sur nos proches. Tu vois, on le réalise pas. Et ça, c'est dommage. Moi, je dis souvent, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que c'est vos proches, vos parents, vos enfants, votre femme, ou bien est-ce que c'est votre patron, vos collègues, etc. ou les gens de l'extérieur? La réponse, c'est mes proches. Je dis, pourquoi est-ce que vous faites un effort alors au boulot? Vous faites un effort de sourire, vous faites un effort d'être joyeux, même si vous êtes de mauvaise humeur, même si vous êtes triste. Au boulot, vous allez faire cet effort-là vis-à-vis des gens extérieurs, de sourire et de ça. Et alors, quand vous rentrez à la maison, vous tirez la gueule. Tu vois? Et il faut prendre conscience de ça. Ouais. Ouais. J'ai eu récemment une discussion justement au sujet de ce mot, les proches. Et moi, j'en étais arrivé à la conclusion qu'en fait, la famille et les proches, c'est deux choses complètement différentes. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, les gens se sentent beaucoup plus à l'aise avec des proches qu'avec leur famille. Ouais. En fait, c'est ça bien se connaître. C'est qu'est-ce que je mets dans ma famille, qu'est-ce que je mets dans mes proches, et quelle importance j'accorde à chacun. Quelle importance j'accorde à chacun. Maintenant, il y a des situations familiales où je sais pas moi, où les parents ou quoi ne sont pas proches. Ils sont juste présents et ils ne sont pas proches, ou bien ils ne nous apportent rien, ou voilà. Et c'est des amis qui vont être beaucoup plus nous apporter dans la vie. Ça, c'est chacun. Mais là, il y a pas de jugement là. Hein. C'est vraiment il n'y a pas de jugement de valeur. Voilà, c'est ce que chacun met. C'est vraiment ce que chacun met. Et ça, c'est important de le savoir, en fait, et de pouvoir l'assumer. Tu vois, quand on travaille, par exemple, les valeurs, je travaillais avec on travaillait sa valeur. Et il me dit, il est en conflit avec son père. Ça fait des années, ils sont en conflit. Et pour lui, la valeur famille est importante. Et donc, il me dit, je suis en conflit parce que, quelque part, avec mon père, c'est mon père, mais ça ne va pas. Et donc, ça l'énerve. Parce qu'il y a une contradiction, il n'est pas aligné avec sa valeur. Et puis en travaillant, on se rend compte en fait que la valeur respect est aussi importante chez lui. Et j'ai dit, et si on changeait par exemple la relation avec ton père, au lieu que ce soit famille, ce soit une valeur respect qui est entre vous, et plus famille. Ah ouais. Donc maintenant tu vas voir ton père, mais tu vas plus te dire parce que c'est la famille que je dois faire ci ou ça. Non, c'est par respect que je vais avoir cette attitude-là. Ça a complètement changé la relation avec son père. Ouais. On a juste
on a juste changé sa valeur et la relation qu'il avait avec la personne. Pour moi, tout est bon. Hein. Toi, moi, tu peux dire, j'aime pas mes parents, ouais, c'est triste, mais voilà. Si c'est le cas, c'est le cas. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer et il faut savoir ce que tu fais. Ouais, et je pense que le jugement de valeur, en fait, aujourd'hui, c'est celui qui pose le plus de problèmes pour la plupart des gens. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent aussi dans ce manque d'épanouissement personnel et relationnel. Parce qu'on est constamment en conflit. On est constamment en conflit avec nos valeurs, nos croyances et notre comportement et l'environnement. Tu vois, on est constamment en conflit. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu sais, nous, musulmans, on ne boit pas d'alcool. Bah, tu sais qu'il y en a plein qui boivent. D'accord ? Donc, la croyance, c'est je ne bois pas d'alcool. Mon comportement, c'est je bois. Bah, en fait, il est désaligné par rapport à sa croyance et à son comportement. Et il y a deux possibilités, en fait. Soit tu adaptes ton comportement, tu te dis ma croyance est hyper importante et donc j'adapte mon comportement, je ne bois pas. Soit tu te dis, ok, d'accord, moi je continue à boire, ben, je vais adapter ma croyance. Et à partir du moment où tu es aligné, c'est bon. Ouais, c'est ça, effectivement, ouais, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Tout est une question vraiment d'équilibre. Hein. Ça, c'est hyper important. Et comment est-ce que tu vois l'avenir pour ta formation épanouissement personnel et comment est-ce que tu vois aussi ton avenir personnel dans les années à venir? Écoute, je vais continuer à me former. Ça, c'est de toute façon, je vais continuer à me former. Les personnes qui suivent mes ateliers, je vois vraiment aller une belle progression. Et ça, c'est vraiment très très chouette de voir. Et ça crée un lien aussi. Tu vois, parce qu'on commence à parler le même langage, on commence à se comprendre, tu vois, et je vais continuer ça. Je me mets vraiment pas de pression. Tu vois, c'est zéro pression. Même s'il y a une personne à l'atelier, je donne l'atelier et on y va, on le fait, c'est que du bonheur. C'est parce que ça m'apporte autant à moi qu'aux autres. À chaque fois que je fais un atelier, j'en ressors avec quelque chose de nouveau. À chaque fois. Ouais. Parce que c'est à chaque fois des personnes. Et c'est ça qui est gai avec le travail humain. C'est que c'est pas blanc ou noir. Tu sais, c'est pas informatique, c'est pas binaire, quoi, tu vois. Ouais. Et il y a tellement de subtilité dans l'être humain que c'est beau. À chaque fois, je suis surpris. Je dis, waouh, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, l'être humain est passionnant dans sa complexité. Ouais. C'est ça qui est magnifique, quoi, tu vois. Et on essaye de comprendre. Et puis à chaque fois, on tombe sur un cas, on se dit, ah ouais, j'ai jamais eu ça. Tu vois, j'avais jamais eu ça. Ou quelqu'un qui pense juste différemment, tu vois, qui pense différemment. Et alors, c'est bien parce que ça remet en question tout ce que j'apprends. Tu vois, parce que comme tu dis, la théorie, c'est dans ce cas-là, on fait ça. Et puis, je tombe sur un cas qui sort complètement. Je dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Alors, bon, frustration, recherche, épanouissement. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que l'être humain, dans sa complexité, dans sa particularité, est passionnant. Ouais. Mais il y a une chose que moi, j'ai quand même envie de savoir, c'est... Ali, dans tout ça, est-ce que tu te sens épanoui? Oui, moi je suis épanoui. J'ai de la chance, je fais un métier que j'aime, je travaille avec l'humain, tu vois, ça va, je suis très épanoui, je suis bien, tu vois, je veux dire, j'ai vraiment pas à me plaindre. J'apprends plein de choses, je transmets, la transmission, tu vois, c'est ça qui est le plus beau. Parce qu'apprendre pour soi, connaître soi, ouais, c'est bien, mais il faut transmettre. Et je suis passionné, donc et ça se ressent quand... Ça s'entend. Je suis vraiment passionné par ce que je fais, donc, et c'est gai. Et c'est vraiment gai. Et voir par exemple que d'autres s'épanouissent et ils reviennent avec des phrases du genre si j'avais fait ça plus tôt, ma relation avec mes enfants aurait été meilleure. Tu vois, waouh, je dis ok, maintenant, à partir de maintenant, tu vas travailler autrement. Ouais, c'est chouette. Et entendre ça, c'est gai parce qu'on touche pas une personne en fait. Hein. Comme tu dis, tu vois, ça rayonne quand il y a quelqu'un qui a résolu un problème, ça rayonne sur les autres. Tu vois. Et tu penses que la formation que tu donnes maintenant, si on la donnait aux enfants dès la maternelle ou le primaire, tu penses que ça aiderait à ce qu'on ait des adultes beaucoup plus accomplis que ce qu'on a aujourd'hui? Je pense qu'il faut revoir complètement l'éducation. Ah ouais, il faut revoir complètement ce qu'on... L'éducation n'a pas changé depuis je sais pas combien d'années, alors que la société a évolué. La société a complètement évolué, tu parles des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un cours sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un cours sur les dangers de la communication? Est-ce qu'il y a un... Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un cours sur la relation humaine? Est-ce qu'il y a un cours sur les différentes, les traumatismes, les traumas, tu vois? Est-ce qu'il y a un cours sur l'influence de notre passé sur notre présent? Il n'y a pas tout ça. Tout ça, oui, peut-être pas la formation que je donne adaptée aux enfants, évidemment, mais, bien sûr, ouais. Mais mettre avec des éléments, oui, il faut. Parce que c'est, ça c'est clair et net qu'on doit revoir l'éducation, on doit revoir ça à la base. Maintenant, c'est pas là. Chacun est responsable
de ses enfants, de ce qu'il fait. Et pour moi, chacun est responsable de la transmission qu'il donne à ses enfants. Donc, à lui, à apprendre pour apprendre. Il faut savoir, tout traumatisme qu'on n'a pas résolu se transmet au niveau générationnel. Hein, et ça fait partie de la nature, hein, c'est l'épigénétique. Tu vois, ça nous a permis de survivre. Par exemple, on voyait un membre de sa famille se faire bouffer par un lion. On disait, ouf, lion, danger. Et donc, ça se transmettait dans nos gènes. Et nos enfants, sans qu'ils aient jamais rencontré de lion, ils vont voir un lion et ils ont peur. Tu vois, parce que ça nous a permis de survivre. Donc, il y a le côté positif, mais à chaque fois un côté négatif. Le côté négatif, c'est que tous les traumatismes que nous, on a et qu'on n'a pas résolus, on va les transmettre à nos enfants. Ouais. Et donc c'est hyper important de résoudre ces traumatismes pour ne pas les transmettre à nos enfants. Et dans certaines cultures, parce que tu parles de traumatisme, dans certaines cultures, on a une espèce d'héritage, c'est-à-dire qu'on transmet ce trauma de génération en génération. On rappelle aux gens que par exemple notre ancêtre a été maltraité, qu'il a été oppressé, etc. Est-ce que tu penses que ça aide à construire ou à forger l'identité des générations futures? Je ne sais pas si ça aide. Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas tellement pour le passé. Tu vois, les psys travaillent beaucoup avec le passé. Donc, ils vont voir, tu as un traumatisme. On va essayer de remonter dans le passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas tellement dans cette optique-là. Moi, je suis plutôt au lieu de poser la question pourquoi, je vais plutôt poser la question comment. Ce qui m'intéresse, c'est comment. Comment est-ce que je vais évoluer? Donc, quand quelqu'un vient et qu'il a un traumatisme, il a le traumatisme. Il est là, il est existant. Pourquoi il a eu le traumatisme? On s'en fout quelque part. Tu vois, c'est le principe de l'équifinalité. Pourquoi il a eu le traumatisme? On s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a envie de devenir. Donc, j'ai eu ce traumatisme, je vis avec. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir maintenant? J'ai envie de devenir ça. Comment est-ce que je vais travailler pour atteindre cet objectif-là? C'est le principe d'équifinalité, c'est-à-dire on dit que pour une situation présente, il peut y avoir différentes causes. Tu vois, je prends quelqu'un qui est alcoolique, par exemple. Il y en a un, il va être alcoolique parce que ses parents étaient alcooliques. Et donc, il copie le système. Il y en a un autre qui va être alcoolique parce que ses parents n'ont jamais bu. Et lui, pour se rebeller, il va commencer à boire. Il y en a un troisième, il va être alcoolique parce qu'il a rencontré des amis, c'était devenu un fêtard et petit à petit, il est tombé là-dedans. La cause de la situation peut être multiple. Ce qui m'intéresse, c'est, voilà, aujourd'hui, tu es alcoolique, qu'est-ce que tu as envie? Ouais. Quel est le fait de cet alcoolisme? Le fait, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as envie de devenir? Est-ce que tu as encore envie de continuer à boire? Est-ce que tu vas arrêter de boire? Est-ce que tu veux juste boire une fois par semaine? Est-ce que, tu vois? Et à partir du moment où tu as défini ton objectif, là, on commence à travailler, on va dire, comment est-ce qu'on va l'atteindre? Et nous, au niveau générationnel, au niveau culturel, on a plein de traumatismes qu'on transmet. Et des fausses valeurs. Par exemple, dans notre communauté, on dit la valeur famille est hyper importante. On est d'accord. Et même les Occidentaux... On est relativement d'accord. On est relativement d'accord. Même les Occidentaux, j'entends souvent, oui, vous, les Arabes, la famille est hyper importante et tout ça, la valeur famille est importante. Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu as le parent, il va transmettre à ses enfants, il va dire, ouais, la famille, c'est hyper important. Et puis lui, il va par exemple engueuler sa mère. Ou le papa va crier sur la maman. Donc il y a quelque chose qui n'est pas logique. Oui, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Il va dire, oui, la famille, c'est important. Et il va critiquer son frère. Ouais, mais faites attention à votre oncle, parce que si, parce que ça. Donc, ouais. Ça reste encore les grands titres. Qu'est-ce qui est dans la valeur famille? Qu'est-ce qui est important? Les sous-titres, c'est ça qui les subdivisions, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Écoute, Ali, je te remercie pour ce développement long, pour cette présentation de l'épanouissement personnel. J'invite toutes les personnes qui nous suivent et qui verront cette vidéo à se renseigner sur ta formation, à s'abonner à ton compte Instagram qu'on mettra en description de cette vidéo. Super. Un très grand merci à toi. Merci à toi pour m'avoir reçu. Et puis à toutes et à tous, à très bientôt pour une nouvelle émission avec d'autres invités. Ça va comme c'était cool.